Il y a un point qui me semble n'a pas été soulevé, énoncé par les différents intervenants, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'on fait travailler le réseau, bien sûr, on coproduit, on co-conseille, mais l'avantage aussi, c'est qu'on valorise le personnel et on les fédère. Et ça, c'est fondamental, à mon avis, bien sûr. Excusez-moi, c'est juste... Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. C'est un thème sur lequel Maria Arthur Oui. a pu longuement parler, Oui. parce que l'une des révolutions qui a été mise en place avec IDTGV précédemment, c'est cette remobilisation des personnels, où on a eu d'ailleurs un certain nombre de personnels venant des activités traditionnelles de la SNCF qui voulaient vraiment travailler avec IDTGV parce que, justement, ils étaient remotivés par cette mise en valeur, par ces dialogues qui permettaient d'avoir un autre rapport à l'autre et qui sont avérés. La Poste, par exemple, on voit que quand la Poste a repris entièrement ses guichets et redéfini complètement le rapport aux clients La Poste dans un mode beaucoup plus interactif, hein, et non plus des gens au guichet, etc., et ben, ils ont vu le turnover, les absences et autres diminuer considérablement. C'est-à-dire que tous les gens qui finalement se portaient malades régulièrement à La Poste, parce que bon, beaucoup se sont dit « Ah non, je ne veux pas louper, j'y vais ce matin ». Donc c'est fondamental, fondamental. Et extrêmement rassurant. Pierre, tu vas peut-être... Merci beaucoup pour votre présentation, parce que je m'inscris en quasi-totalité avec ce que vous avez fait et expliqué par rapport à l'expérience. Parce que moi, je suis consultant en stratégie, mais j'étudie également les comportements humains. J'ai juste un petit souci, c'est par rapport au terme client, finalement, par rapport à votre présentation, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une expérience utilisateur. Moi, j'utilise plutôt le terme utilisateur, parce que, et je vais vous donner un exemple, ça vous permettra de... mais c'est par rapport aux couches culottes. Le client... c'est le papa, c'est la maman, mais l'utilisateur, c'est pas forcément que le papa, que la maman, c'est également le bébé. Et puis, dans ce que vous disiez par rapport aux expériences, il y a effectivement la démarche commerciale, c'est pas cher, c'est intéressant, je prends telle couche. Mais si je suis jeune, si c'est mon premier enfant, j'ai pas la même expérience par rapport aux produits, par rapport aux services, si j'ai été babysitter, non pas babysitter. Donc j'aimerais que vous reveniez finalement sur le terme client, parce que dans votre présentation, on a vraiment l'impression que c'est un individu, mais des fois, il y a quand même tout un entourage qui rentre en ligne de compte. Oui, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec vous. Il y a un bouquin intéressant qui est sorti en 2011, qui a été écrit par le patron d'une agence américaine de news, je crois, qui s'appelle Users, que vous avez dû lire, qui explique en fait que c'est pas une question de client, c'est une question d'utilisateur. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a quand même à un moment donné, il y a un payeur. Et après, derrière, dans la communauté de ce payeur-là, il y a tout un tas d'influenceurs qui peuvent être des utilisateurs, mais également des gens qui vont donner des avis, etc. C'est-à-dire qu'en général, ce n'est pas mon fils qui achète son téléphone portable, même si j'essaie de le pousser à le faire, mais ça viendra peut-être à un moment donné. Mais malgré tout, il va avoir un rôle important, au-delà du fait que moi je suis le portefeuille dans ce cas-là, pas en m'expliquant ce qui est bien ou pas bien dans ce qu'il a vu, etc. Donc effectivement, quand je parle de client, je parle bien de mon fils qui, lui, va aller passer une après-midi, au lieu de réviser son latin ou ses maths, sur des réseaux pour savoir si tel téléphone est mieux que tel autre, etc., etc. Donc là, je suis entièrement d'accord qu'il faut traiter l'intégralité. Ça ramène à un sujet qui est en gros la notion de tribu ou de communauté, que les entreprises commencent à intégrer. Alors, elles l'intègrent de manière assez statique. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce qu'on traite finalement, c'est plus l'individu, c'est une tribu, c'est une communauté, qui peut être une communauté familiale, mais ça peut être une communauté d'entreprise aussi d'ailleurs. Je suis salarié d'une boîte, donc je appartiens à la communauté EDF ou la communauté, etc. Ça, elle commence à le faire. Et il y a un sujet qui est plus compliqué, qui est la notion de tribu dynamique ou de communauté dynamique. Parce que bon, si je peux considérer que la notion de famille ou de mariage, indépendamment des divorces, c'est quelque chose qui est plutôt pérenne, ou qu'on voit venir quand ça se détruit, l'entreprise pareil. Par contre, le fait de dire j'ai un événement qui est un mariage, je vais créer une communauté autour de cet événement-là, soit pour collecter de l'argent, soit pour interagir avec une marque, pour prendre un billet de train, réserver éventuellement un bus à l'arrivée, etc. C'est bien cette communauté-là qu'il va falloir qu'on gère de plus en plus. Donc il y a toujours la notion d'individu en one-to-one, mais il faut le gérer au sein de sa communauté. Alors, je sais pas, alors la SNCF parle de tribu. Je trouve que le terme est plutôt intéressant, parce que d'autres vont parler de communauté, mais la notion de communauté, elle a un peu tendance à être réductrice, que les gens disent ah, la communauté, c'est Facebook. Non, la communauté, c'est l'environnement dans lequel les gens évoluent. Pour rebondir aussi sur un autre sujet qui est important, dont on va parler. Le benchmark en termes de relations clients, de dialogue, jusqu'à une époque assez récente, les entreprises avaient tendance à se comparer dans leur secteur. C'est-à-dire que la banque A se compare à la banque B et à la banque C.
De plus en plus, ce que nous on pousse, c'est le fait de dire le client il évolue dans un univers de consommation, c'est-à-dire qu'il est client d'une banque, il est client d'un opérateur télécom, d'une boîte de retail, d'une boîte de transport. Et donc quand vous allez lui proposer un service ou une relation avec lui, il ne va pas la comparer avec le concurrent qu'il ne connaît pas forcément d'ailleurs, il va la comparer par rapport à l'intégralité de son univers de consommation. Il ne va pas comprendre pourquoi il ne peut pas avoir un accord sur un crédit immobilier alors qu'il peut activer sa ligne téléphonique mobile en 1 heure. Donc on a aujourd'hui un shift qui est de dire je ne me compare plus. Alors c'est très français, les Américains sont très en avance par rapport à nous là-dessus. Les services financiers sont un peu en retard en France par rapport à d'autres secteurs, notamment tous les secteurs qui ont été dérégulés se sont posés ces questions-là, transport, les télécoms, etc. Et donc on se compare à l'univers de consommation de ces différents segments de clients plutôt qu'à son concurrent direct. Parce que ce n'est pas forcément d'ailleurs dans son propre secteur d'activité qu'on va trouver les innovations en matière de relations clients les plus en rupture. C'est plutôt chez les voisins. Pour réagir sur ça, dans le cas d'Isis, il y a déjà un certain nombre d'années, on avait proposé, ça a été publié dans un certain nombre d'articles et de papiers, une méthodologie très simple, hein, un cadre très simple pour la définition de l'offre de l'entreprise nouvelle, en disant qu'est-ce que c'est qu'un produit aujourd'hui, au sens le plus abstrait de la notion de produit. Et on s'est dit il y a 3 grands stades. Et le premier stade, c'est justement la qualification du marché. En disant, mais aujourd'hui, effectivement, cette notion de client est extrêmement réductrice, elle est facile dans le discours, elle est censée porter des choses. C'est pour ça que dans un certain nombre de cas, par exemple, des choses comme usager ont été supprimées parce que le client était plus valorisé. Alors que si on vient, on a eu des débats là-dessus, si on revient aux origines, usager est bien plus valorisant que client, puisque l'usager, c'est celui qui utilise un bien collectif dont il est copropriétaire, ce qui est plus valorisant que d'être le client d'un acteur extérieur. Mais l'interprétation qu'on en a fait ensuite a dégradé cette valeur. Et on se dit, finalement, ce premier stade consiste effectivement à distinguer, tu as bien fait, et on l'a mis bien donné, 3 niveaux. Il y a le bénéficiaire de l'offre, le bénéficiaire qui peut être effectivement un usager, qui peut être un consommateur, et le bénéficiaire peut être en même temps le payeur, mais pas forcément, clairement. Donc il y a cet axe bénéficiaire. Il y a l'axe effectivement de celui ou celle ou la structure qui apporte la ressource financière, qui peut être complètement différent. C'est vrai que quand on va sur Google, on voit bien qu'on est le bénéficiaire, mais on n'est pas le payeur. En France, quand on profite des services de santé, on voit bien qu'on est le bénéficiaire, mais que très souvent, on n'est pas le payeur, ou on l'est de plus en plus. Mais traditionnellement, si on est bien couvert, on l'est moins, etc. Bon. Et puis, il y a le niveau du prescripteur. Un prescripteur qui, là aussi, si on fait le parallèle avec la santé, très clair, hein, le médecin qui... Mais avec le développement des réseaux sociaux, on voit qu'effectivement, cette dimension du prescripteur, ce qu'on appellera en anglais quelquefois le specifier, qui spécifie, ça prend une importance majeure parce que justement à ce niveau-là, on a le rôle des réseaux sociaux. Et plus on va vers une économie de services dans lequel finalement tout ce que l'on consomme en vient à être consommé sur un mode de consommation de services, c'est-à-dire que même quand on achète un produit physique, finalement on achète une fonctionnalité et quelque part on a un mode de raisonnement qui devient de plus en plus un mode de service, plus la référence de quelqu'un, le fait que quelqu'un vous dit ça c'est mieux ou ça c'est moins bien, devient important, d'où ce rôle de prescripteur. Et on se dit aujourd'hui on ne peut plus définir une offre nouvelle sans d'abord analyser à ces 3 niveaux ce qu'on appelle le marché. Et c'est ça, c'est le client. Le client, c'est ces 3 niveaux. Après, il faut définir l'offre, qui est une combinaison de plein de choses. Et puis après, il faut travailler l'équation de valeur pour avoir un modèle économique qui se tient. Et c'est nos 3 stades de travail. Mais ce premier stade est totalement central. Et effectivement, en le faisant, en analysant les choses comme ça, on voit que finalement, ça ouvre des possibilités, notamment de bâtir des modèles économiques plus robustes. Parce que finalement, l'approche classique, consistant à dire j'ai un client, c'est le client, on voit qu'effectivement, en termes de modèle économique, comme on ne sait pas très bien qui c'est, le client, on ne sait pas très bien. Alors que si on se dit j'apporte de la valeur au bénéficiaire, j'apporte de la valeur à celui qui paye, qui est peut-être le même, mais qui n'est peut-être pas le même, j'apporte de la valeur au niveau de prescription, j'ai un triptyque, je m'assois sur un triangle, c'est plus stable que sur un seul interlocuteur. Donc, si à un moment j'ai un problème avec le bénéficiaire, j'essaie de me rattraper sur les autres. Si à un moment ça permet de bâtir du modèle économique plus pérenne en cas de turbulence. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le B2C le découvre alors que le B2B le sait depuis toujours. Absolument, absolument, absolument. Parce que le B2B, ils ont toujours... Alors, bon, c'est plus simple pour le B2B parce qu'en général, ils ont moins de clients, donc ils sont moins dans des marchés de masse. Mais ils se sont posés, dès le départ, ces questions-là. Qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils utilisent et qu'est-ce qu'ils décident. Et tous les commerciaux dans toutes les boîtes de B2B vont avoir leur power map, etc. Le B2C, finalement, c'est assez similaire. En fait, il y a énormément de liens entre le B2C et le B2B. Parce que le B2B va influencer le B2C sur plein de sujets comme cela, par exemple.
Et à côté de ça, le B2C va influencer le B2B, parce que l'acheteur, même s'il achète un Airbus, au final, le matin, il réserve son billet sur Expedia, et donc l'expérience qu'il va avoir, elle va être très proche d'un environnement B2C. Et donc on a une fusion de plus en plus des attentes en B2B sur de l'instantanéité, sur de la cohérence, sur de la qualité de relation, etc., etc. Beaucoup plus fort qu'avant, où avant on avait vraiment tendance à dire le B2B et le B2C. Et si vous rajoutez là-dessus une couche canal, où les boîtes n'ont plus forcément les moyens d'avoir des commerciaux terrain pour aller visiter tous leurs clients, donc doivent déporter une partie ou de l'animation commerciale ou de la relation commerciale sur des canaux dématérialisés, de plus en plus, bon, je donne des cours dans une autre école légèrement concurrente de l'ESSEC, on va dire, et justement le thème, c'est la porosité entre le B2C et le B2B. Et ça, c'est assez intéressant. Et l'exemple d'Hervé, c'est exactement, ça vient du B2B et le B2C le découvre. En disant, mais en fait, il n'y a pas que le gars qui paye, il y a aussi celui qui utilise, et puis de plus en plus, il y a des gens qui disent du bien ou du mal. Et tout ça, effectivement, il faut le traiter dans l'écosystème. Beaucoup. Au mot usager prononcé tout à l'heure, ça m'a fait penser qu'il y a un domaine dont on vient de parler aussi, l'assistance publique, les hôpitaux, mais on peut élargir complètement aux préfectures, aux commissariats de police, à tous les agents de l'État, etc. C'est pas un cliché, hein, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés culturelles, de communication. Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez pu travailler avec ce domaine ? On a pu travailler, on va dire, sous l'ancien gouvernement, sur la partie, justement, simplification de la relation usagée. Une des difficultés qu'on a dans le secteur public sur ces sujets-là, c'est comme ça change assez fréquemment, la prise de décision et la cohérence dans l'action est assez compliquée à mettre en place. Voilà. Mais ils avaient, alors aujourd'hui ça s'appelle la SGMAP, je crois que c'est le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, et avant c'était un autre organisme, et donc le responsable de cet organisme, qui était un ancien consultant d'un cabinet de strat, qui avait été mis à la tête de ça, était en fait en charge de leanifier, donc de faire du lean, alors pas du lean au sens négatif du terme, c'est-à-dire au sens dégraissage, mais plus du lean au sens simplification vis-à-de l'usager. Il y a eu des choses assez intéressantes qui ont été faites, qu'on a pu faire avec. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de continuité parce qu'il y avait une impulsion qui était forte et qui était bonne. Oui. Aussi. Et alors aujourd'hui, il se passe toujours des choses, hein, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de. Et puis c'est lourd, quoi. Et puis on n'a pas forcément la même réactivité. Voilà. Mais bon, il y a des choses qui s'améliorent. C'est là où on voit que. Je dis ça en plaisantant, entre guillemets, les démocraties éclairées, puisque nous sommes implantés à Singapour. Et curieusement, une certaine continuité à Singapour. À Singapour, il ne faut pas le répéter, 50% des députés sont élus, mais 50% sont nommés par l'État. Ça permet une stabilité, si vous voulez. Il faut vraiment descendre très très bas pour perdre la majorité dans ce cas-là. Ça permet d'avoir des actions publiques dans la durée. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que vous avez une continuité du pouvoir, mais par contre, les fonctionnaires sont tous employés à durée déterminée. C'est-à-dire que dans le privé, vous êtes à durée indéterminée, mais dans la fonction publique, non, vous êtes à durée déterminée. C'est l'inverse de notre mode de fonctionnement. Donc vous avez une volonté de faire, de bien faire, d'avancer, et vous avez, je veux dire, la gestion pour obtenir les employements de passe à Singapour, dès lors que vous avez l'autorisation et autres, vous êtes convoqué à 15h15 et à 15h18, vous êtes dehors avec votre employement de passe. Et tout se passe de manière extrêmement fluide dans un paquet de situations. Donc il y a la spécificité du monde public par rapport au monde privé, mais il y a surtout la façon dont on gère le public par rapport à la façon dont on gère le privé. Et il y a des zones dans le monde dans lesquelles le privé et le public ne sont pas gérés avec autant de différence. Moi, j'ai vécu, quand j'étais professeur à l'université de Lausanne en Suisse, j'ai vécu le moment grave dans lequel il a été décidé par le Conseil fédéral que tous les hauts fonctionnaires suisses n'auraient plus que des contrats de 4 ans. Donc l'un des freins à la modernisation du service public en Suisse, c'était que les fonctionnaires suisses pouvaient s'anticiper une carrière de 20 ans. On a dit, non, à partir de maintenant, à un certain niveau de responsabilité, les fonctionnaires auront un bureau de 4, pourront être renouvelés, bien sûr, et vous avez à écrire un rapport sur vos réalisations au bout de 4 ans, et à écrire un rapport expliquant pourquoi vous seriez candidat et le bon profil pour le poste à venir. Ça change significativement les possibilités de pouvoir se réaliser des actions dans la sphère publique. Donc ce n'est pas public-privé qu'il faut mettre en cause, c'est la façon dont on a encadré administrativement la sphère publique. Et là, en France, on hérite d'un système mais qui devient un système qui a montré, par contre, d'énormes qualités de motivation des personnels qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, mais qui montre aussi ses limites quand il s'agit d'avoir une action dans la durée.
Je voulais revenir à mon tropisme prospectiviste. Hervé, dans son introduction, s'est posé la question de l'évolution et il a mentionné je ne sais quel futurologue. Vous avez présenté un panorama historique et donc ma question c'est quoi la suite, vers quoi ça va évoluer? Et pour peut-être m'exprimer, je voudrais raconter une anecdote qui a déjà 10 ans sur un fonds éthique qui était animé par une financière qui en était l'égérie. C'était la terreur de tous les patrons du CAC 40. Et quand elle parlait de son portefeuille d'actions, elle disait, si une action ne me plaît pas avant, je la changeais contre une autre. Mais dorénavant, si une action ne me plaît pas, je vais voir le président pour faire en sorte que l'action change. Et est-ce qu'on peut pas plaquer ce raisonnement sur l'évolution, sans préjuger de votre réponse, bien sûr, que la relation client va être plus, peut-être, non pas dans la reprise en main de la société sur le marché, mais plutôt du client sur la société. En d'autres termes, que le client va pouvoir de plus en plus avoir envie de faire changer la société. J'ai bien aimé dans vos ronds les 2 derniers sur la collaboration et la flexibilité. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je raisonne. Une société que j'arrive à faire changer, je l'aime bien. Et plus c'est dur et plus je l'aime bien. Par contre, si j'arrive pas du tout à la faire changer, j'ai plutôt tendance à dire bande de cons, quoi. C'est compliqué comme question. Alors, ça marche ou pas? Tu as 2 micros, donc... Non, celui-là marche aussi? Oui. Ah bon, si celui-là marche aussi, c'est merveilleux. Parce que moi, je m'entends pas, donc je ne sais pas ce que ça donne. Alors, on est aujourd'hui dans un modèle d'évolution qu'on a conçu autour de 7 lettres. Les consultants, ils aiment bien. C'est le modèle Toward. On est sur des comportements de plus en plus tribaux. Donc il y a le développement du tribal, mais qui est à l'échelle mondiale. C'est pas juste... des communautés d'amis, c'est le fait qu'on n'est plus dans des logiques de caste, eh bien on est dans des logiques tribales. Donc c'est même en Inde, c'est plus des questions de caste, ça évolue énormément. Ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point sur le fait qu'on est dans une économie de plus en plus ouverte, qu'on est en open economy. Ça veut dire que, d'une part, je peux avoir accès à des ressources auxquelles je n'avais pas forcément accès avant. Je suis en capacité de nouer des partenariats avec des gens qui étaient hier mes concurrents, etc., etc. Donc on est sur un truc qui est beaucoup plus ouvert et donc qui est beaucoup plus comparable. Ça veut dire qu'avant, les gens vivaient dans leur pays et comparaient avec ce qu'ils connaissaient. De plus en plus, on va comparer avec un truc qu'on a. Moi, je sais pas, j'ai acheté matériel de ski il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé le haut dans le magasin du coin et le bas, je l'ai acheté sur un site australien parce qu'ils n'en avaient plus. Voilà, c'est un truc, il y a quelques années, on n'aurait même pas pensé à le faire. On se serait dit, ou j'achète le haut et le bas en même temps, ou j'achète rien. Bon. Le troisième, c'est la notion de woven economy, c'est l'économie, c'est l'écosystème tissé en fait. C'est que de plus en plus, les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Et notamment, les acteurs du digital ont tendance à être totalement disruptifs sur les chaînes de valeur. Un des gros enjeux de la SNCF en termes de concurrence, c'est le fait de dire, demain, finalement, des acteurs tiers vont pouvoir reconstituer une chaîne de valeur de A à Z, simplement en disant, nous, on est opérateur de l'intégralité de la chaîne, même si on fait appel à des partenaires différents. Et tout l'enjeu d'IDTGV, d'IDBus, de demain, tout un tas d'autres choses, le porte-à-porte qu'a annoncé Guillaume Pépi, c'est bien de dire, on essaie de prendre des positions pour essayer d'être le plus en amont possible, le plus en aval possible de cette chaîne de valeur pour ne pas se faire piquer des parts de marché. Et donc cette économie tissée, elle rend possible des modèles qui hier n'existaient pas. Le A, c'est... là, je ne me souviens plus. Le R, c'est la partie ressources. C'est le fait que de plus en plus, on est conscient de la criticité des ressources. Et ces ressources, c'est des ressources à la fois naturelles, mais c'est également des ressources humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre au sourcing de talents, à l'échelle planétaire. Absolument. Donc on a un vrai sujet autour de ça. Le D, c'est la notion de disruption, on en a un peu parlé. Et le S, c'est la notion de as a service, qui est le fait de dire que de plus en plus, demain, et ça je pense que ça sera fort dans la partie client, on sera beaucoup moins dans des logiques de possession et beaucoup plus dans des logiques d'usage. Alors ça commence par le cloud, la notion d'as a service, mais de plus en plus, les gens finalement, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir une bagnole. Ce qu'ils veulent, c'est un moyen. Alors après, ce moyen peut passer par une voiture parce qu'ils vont mettre dans la voiture
tout un tas de choses, surtout les hommes par rapport aux femmes d'ailleurs. Les femmes sont beaucoup plus malignes que nous là-dessus, mais on est beaucoup plus dans l'utilisation et finalement dans la finalité. Et donc tout ça, je pense, va énormément impacter la manière, à la fois les business models et la manière que l'on va avoir de réagir avec les clients. Après, je pense qu'il y a un sujet sur la partie relation client où ce que le client n'acceptera pas, c'est qu'on co-crée avec lui à la marketing, enfin, de manière un peu marketing. C'est-à-dire qu'on lui dise, pour faire bien, vous allez donner votre avis sur le café et on va en sortir. C'est pas ça. Je pense qu'on n'est pas sur de la rupture là. On est sur le fait de dire, j'essaie d'intégrer de manière plus intelligente mon client sur l'ensemble de la chaîne pour éviter de le prendre juste pour un portefeuille. Je vais être sympa avec lui en amont et je vais être sympa avec lui en aval. Les boîtes qui finalement sont en capacité de réellement prendre en compte des besoins, des avis clients, ce qu'ils pensent de l'entreprise, mais c'est aussi bien au plan économique qu'au plan éthique, il n'y en a pas tant que ça. Un très bel exemple, c'est Apple, dont Steve Jobs disait, mais les clients, on s'en fout. On s'en fout. Parce que si on attendait les clients pour inventer l'iPhone, on y serait encore. Donc toute la partie, paradoxalement, toute la partie développement de nouveaux produits en vraie rupture, elle vient très rarement du marché. Personne n'avait besoin d'aller de Paris à Lyon en 2 heures, en train. Il y a 30 ans. On y allait avec Air Inter. Enfin, Air Inter, c'est comme le Minitel, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à peu près du même acabit. On y allait en 1 heure. Et puis, il y a un gars qui a dit, on va inventer le TGV. Et 30 ans après, personne ne penserait ne pas avoir TGV en France. Et pourtant, ce n'est pas le marché qui l'a demandé d'aller à 2 heures à Lyon. Parce qu'on avait, en fait, on avait de l'avion. Enfin, bon, on s'est dit, tiens, on va avoir un mode alternatif, alors qui sera moins polluant, peut-être moins cher, etc., etc. Donc, les innovations de rupture, elles viennent très rarement du marché. Par contre, ce qui vient du marché, c'est la capacité de détecter, comme tu le disais, de détecter un besoin et de dire, ce besoin-là, je vais créer un produit qui va être tellement supérieur à ce que font mes voisins que je vais y répondre, même s'il n'est pas complètement calé. Mais il répond à une ambiance du moment, il répond à des enjeux sociétaux, il répond à plein de choses. Et c'est en ce sens-là que les vrais innovateurs sont bons. Un mec comme Gore-Tex, c'était un gars brillant pour ça, qui était une des boîtes où Bill Gore, qui a créé Gore-Tex. Gore-Tex est une boîte qui, d'un point de vue managérial, alors on déborde un peu, mais je trouve le sujet intéressant, donc je continue. Gore-Tex est une boîte qui est extraordinaire. Modèle du treillis, il n'y a pas de chef. Tout le monde évalue tout le monde. Tous les ans, vous êtes évalué par les gens avec qui vous avez bossé. Si vous avez bien bossé avec eux, vous avez une bonne note. Si vous avez mal bossé, vous avez une mauvaise note. Pas votre chef qui vous note. Ils sont dans des logiques où chaque collaborateur doit passer une partie de son temps à développer des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait. C'est comme ça qu'ils ont inventé les cordes de piano. Gore, au départ, parce qu'il y avait un gars qui, lui, avait utilisé un jour un bout de polymère qu'il avait fait chauffer, hein, et ensuite il l'a utilisé pour son vélo, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il faisait du triathlon, il trouvait ça pratique. Il s'est dit, tiens, c'est pas bête comme idée, et c'est les leaders aujourd'hui des cordes de piano dans le monde. Donc il y a une culture chez Gore, mais ils ont poussé le modèle jusqu'au bout. Ils responsabilisent leurs collaborateurs. Un des leitmotifs de Gore, c'est de dire on ne doit jamais prendre une décision qui puisse mettre la survie de l'entreprise en dessous de la ligne de flottaison. Tant qu'on reste au-dessus, les gens font ce qu'ils veulent. Et le dernier PDG de Gore a été nommé par les salariés. Alors, ce n'est pas une SCOP, hein, on est d'accord. Ça, c'est le SCOP, c'est la mauvaise adaptation française du modèle Gore. Mais, et les gens n'ont pas de fiche de poste. Les gens doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ils savent s'ils font de la R&D, qu'ils vont plutôt travailler sur la R&D que du market. Mais il y a une vraie... tout le monde doit noter 30 personnes dans l'année, des gens avec qui ils auraient le plus envie de travailler. Et c'est comme ça que les gens passent d'un département à l'autre. Il faut convaincre les gars de travailler dans votre projet. Donc il y a un vrai... Donc il y a tous ces sujets relativement innovants, ils viennent rarement du client. Par contre, le client, ce qu'il fait, c'est qu'il façonne la société. Et qu'en fonction de ça, les mecs plus malins que d'autres vont anticiper des tendances et vont être en capacité d'être dans des vraies logiques de rupture. Puis il y en a qui ne voient pas trop les choses, c'est des boîtes comme Kodak, etc., qui eux croyaient. Enfin, oui, on est très en retard, pardon. Non, mais bon, c'est. Comme ça, on pourrait bien. On continue. Oh. Allez, la dernière. Allez-y, c'est la dernière. Pardon, parce qu'on parle beaucoup des chief officers Yes. comme un rôle émergent. Est-ce que vous voyez Alors, en France, oui. Non, c'est une très bonne question. Alors, voilà. Ce que je dis, Bientôt, dans un modèle cible d'entreprise, la meilleure façon de tuer un sujet, c'est de le donner à quelqu'un. Si vous tuez l'innovation, vous créez une direction d'innovation. Parce que les gens disent, ah ben, on n'a pas besoin d'être innovant, puisque c'est eux qui s'en occupent. D'accord ? Bon. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'insuffler le sujet. Le fait de dire, aujourd'hui, au-delà du digital, de point de vue client, je ne parle pas des Facebook, etc., je ne dis pas que c'est des épiphénomènes,
Mais je dis que la transformation digitale, elle va bien au-delà. Elle bouleverse l'organisation, tous les process de l'entreprise, la culture, les systèmes d'info et tous les modes de pilotage. Bon, il s'avère que là-dedans, dans les process, il y a les process clients, etc. La notion de Chief Digital Officer, je pense qu'elle est intéressante pour commencer à instiller dans l'entreprise de manière un peu transverse cette notion, cette culture digitale. Pas simplement dans une logique commerciale, c'est-à-dire le digital, c'est l'expérience client, mais également beaucoup dans en quoi est-ce que ça va bouleverser la manière que moi j'ai d'opérer mon business. D'accord ? Une fois que la boîte est à peu près mature sur le sujet, pour moi, c'est un poste qui a vocation à disparaître. Parce qu'en gros, quand le digital est insufflé partout, que tout le monde comprend en quoi ça révolutionne la manière de faire son business, mais on parle de digital workplace, on parle de réseaux sur l'entreprise, on parle de supply chain, on parle d'objets connectés, on parle de médias sociaux vis-à-vis des clients. Je ne parle pas simplement de la partie externe, je fais des campagnes d'emailing vis-à-vis de mes clients. Ce n'est pas ça le sujet. Je pense que le CDO, il a du sens, à condition qu'il soit rattaché suffisamment haut. Et il n'a de sens que si le mec qui est au-dessus de lui, qui est en général le CEO, il considère que c'est un vrai sujet. Le problème de fond, c'est que faire de la relation client, comme je dis à mes clients, c'est du PDG à l'hôtesse de caisse qu'il faut faire du client. Si c'est juste pour dire, moi, ce que je veux, c'est réduire les coûts, mais comme je vois qu'il y a un truc qui s'appelle le digital ou la transformation, il faut que j'en fasse, donc je nomme un mec, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et ce n'est pas parce que ça ne marche pas que c'est mal. Il y a des tas de boîtes qui survivront très bien sur des modèles beaucoup plus traditionnels. Pour rebondir là-dessus, dans les évolutions qui ont marqué les 20-30 dernières années du management, on voit à chaque fois se pose cette question d'avoir ce champion qui à un moment pousse en avant un concept qui doit irriguer dans l'entreprise. Et ça repose tout à fait ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire le rôle du responsable. C'est-à-dire dans une vision très traditionnaliste, en disant finalement un chief quelque chose, c'est un chef hiérarchique d'une organisation dont on ne reconnaît la valeur que par l'autorité qu'il peut utiliser pour donner des ordres, eh ben, on est dans une difficulté parce qu'une grande partie de ces mouvements doivent être inculqués et instigués dans l'entreprise par des gens qui ne sont pas hiérarchiquement des chefs, mais qui sont, et l'anglais pour ça est plus pratique, des champions, championing, champions de. Mais le championing, c'est de l'évangélisation, c'est du partage, c'est de la mise en commun de choses. Ce n'est pas de l'ordre. Et la grande difficulté, c'est de faire accepter, mais par tout le monde, dans les organisations, ce fonctionnement différent. Parce que le fonctionnement hiérarchique, il est rassurant et pour le chef et pour l'employé. Parce que l'employé qui a la fiche de tâche bien déterminée, qui sait qui est son chef, et là, je fais l'expérience en Asie tout le temps, la volonté, je vois à Singapour, d'avoir des fiches de tâches extrêmement claires, et moi, je refuse totalement. Je dis à mes personnels, non, vous allez travailler avec une page blanche. On a une mission, et puis cette mission, il faut mettre le meilleur de vous-même. Ah, mais ils sont, dans un premier temps, paniqués. Parce qu'ils disent, mais à ce moment-là, on peut me demander n'importe quoi. Ah bah oui. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à la mission. Et ça, il y a des gens qui ne le supportent pas, qui veulent au contraire qu'on leur dise, voilà, je fais ça, et donc moi, je sais sur quoi je suis évalué exactement, il y a 4 lignes, il y a quel truc. Et puis de l'autre côté, évidemment, l'ego du chef, qui se dit, je suis vraiment chef, la preuve, je peux donner des ordres et je l'applique, ça le rassure aussi. Et lutter contre ça, c'est pas évident. Et pourtant, on voit bien que dans ces évolutions extrêmement importantes, et c'est pas simple, c'est pas aujourd'hui, c'est systématique, mais c'est autre chose à côté qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est un grand défi. Et il y a des organisations qui arrivent très bien à le faire. Tu cites l'exemple de Gore, effectivement, c'est massif. Et il y a toute une série d'organisations dont on voit bien qu'effectivement, il y a ce fonctionnement qui est en place. Et puis il y a des organisations qui restent attachées fondamentalement à cette vision extrêmement traditionnelle de l'organisation, qui ont une efficacité, une force de frappe dans certains cas, mais dont on voit la limite par rapport à ces tournants importants qu'il faut prendre. Et beaucoup de très grands groupes qui avaient des richesses invraisemblables n'ont pas su négocier ces tournants, justement ces tournants en termes de philosophie de management, et se sont lamentablement plantés, parce qu'ils n'ont pas été capables d'aller jusqu'au bout de cette remise en cause.